Bonjour. Bonjour. Ah là, ça marche bien les petits chats. On va attendre tranquillement que les gens arrivent. Salut Marie-Hélène. On prend notre temps ce matin. Salut Reda. J'essaie de trouver un endroit. Salut Alexandre. Il y en a qui s'y connaissent en... Salut Eva. Ok, bon, il y a du monde. Il y en a qui s'y connaissent en StreamYard et qui savent où je peux voir le nombre total de participants. Vous avez vu à quel point on est bien préparé. Le fond est prêt. La forme du stream, un peu moins. Salut Axel, salut Laurent, salut Lorraine. Bon, c'est cool, il y a du monde. Ouais, c'est la première fois qu'on utilise cette plateforme et on s'est testé entre nous, mais pas avec des personnes en vrai. Déjà, salut Franck. Déjà, c'est cool, ça fonctionne. Bon, juste, t'as le stream sur ton visage. Attends, si je fais ça, c'est un peu mieux. Voilà. Ils ont lancé cette petite fonctionnalité de chat là que je trouve très cool, un peu à la Twitch. Donc, on a décidé de l'activer. Mais oui, c'est vrai qu'on voit pas le nombre de personnes, c'est très bizarre. Bah ouais, mais on va trouver. Salut David, salut Gilles. Je crois que j'ai pas dit bonjour à Gilles. Welcome, welcome, welcome. Sous le titre, il est indiqué 23 spectateurs pour l'instant. Bah super, vous le voyez, pas nous. C'est génial. Mais ok, merci Reda. C'est parfait. 18 spectateurs. Est-ce que vous nous entendez bien déjà? Dites-nous. Est-ce que le son est correct? Ce qui est quand même le plus important. Ah bah oui, vous voyez le nombre de spectateurs. C'est dingue. Oui, yes, ok, super, top. Comblons un peu en attendant que les gens arrivent. Ah bah oui, je le vois en direct. En fait, on le voit, Carole, à côté Ouais. en direct, en haut de ton écran, en haut à gauche du stream, c'est marqué 24. Tu l'as peut-être pas toi. Non, je l'ai pas. Bref. Pas grave. En attendant que tout le monde arrive, s'il y a plus de monde qui arrive, on se demandait d'où vous veniez. Est-ce que chacun peut mettre sa ville dans le chat? Ça nous intrigue de savoir où vous êtes en France. Ou ailleurs, attends. Des Ou fois, ailleurs, t'as des raison. fois, Oui, Fleur, il y aura un replay. En fait, une fois que le stream est terminé, vous recevez tous un mail de StreamYard avec le lien du replay dedans. On a du Nantes, du Paris, du Montpellier, du Lille, hier dans le 83, c'est Annecy. bien. Vous pouvez repérer vos voisins comme ça et vous faire coucou. Saint-Étienne. Ok, bah attends, moi aussi je joue. Hein. Ouais. Ok, 28. Bon, c'est cool, on va mettre une petite trentaine, c'est très bien. Puis on a reçu plein de questions. Ouais. Pour vous expliquer un peu, donc vous savez, quand vous avez reçu l'inscription, vous pouviez poser des questions. Vous avez posé des questions. On en a reçu 50 qu'on a regroupées. Évidemment, il y a des trucs qui se recoupent. Hein. On va essayer de répondre à tout. Ça va jusqu'à midi. Ceux qui peuvent traîner, nous, je pense qu'on va traîner jusqu'à midi et demi, jusqu'à ce que la fin arrive et que je n'en puisse plus, vu que je suis une enfant de 5 ans. Et après, bah voilà, il y a déjà des coucous qui se font entre Fanny et Reda. Donc, on va essayer de répondre à un max de trucs. Pour le début, replacer un petit peu l'église au milieu du village. Carole vous refera un peu une repasse sur les grands mythes de l'UX parce qu'en fait, même moi, quand j'ai débuté à me former, je me rendais compte que j'avais pas mal de préjugés sur ce que c'était. Et ça peut répondre en partie à des premières questions. Et peut-être Donc, je qu'on pense pourrait qu'on se commence par présenter. ça. Il y aura, Ouais. pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, ça peut peut-être aider aussi à identifier quelles sont nos expertises. Ouais, et ben moi, c'est Laura Blanchard. Je suis consultante SEO. J'ai monté mon agence qui s'appelle Cozy. On est à Nantes. Et en fait, quand on l'a montée, on avait déjà une appétence pour l'UX. Enfin, à l'époque, l'UI, le beau, en fait, quasi juste le beau. Et puis, on s'est rendu compte que l'UX, ça répondait à pas mal de trucs un peu chiants dans notre quotidien. Donc, on s'est formé, notamment avec Carole, sur les grands principes. Et puis, aujourd'hui, l'UX, c'est quelque chose qu'on intègre à nos méthodes de référencement. L'objectif principal, ne nous mentons pas, c'est surtout pour maximiser les conversions.
mais aussi pour en fait, créer des interfaces qui sont utiles aux internautes. Voilà, Carole. Yes, du coup pour compléter, donc moi c'est Carole Lémet, j'ai une formation initiale en ergonomie et psychologie. Donc, pourquoi psychologie? Quel est le rapport avec l'UX? C'est parce qu'en fait, tout simplement parce qu'on s'intéresse aux humains. On va beaucoup en parler aujourd'hui. Et donc, j'ai fait cette formation il y a une quinzaine d'années et donc ensuite j'ai travaillé dans des agences, diverses et variées sur, la partie, digitale des services. Donc, services digitaux, c'est surtout, on va pas se mentir, beaucoup de sites web, d'interfaces mobiles et cetera. Donc qui va effectivement de s'intéresser aux humains jusqu'à la partie conception des maquettes, comment est-ce qu'on structure, un écran et cetera. Et quand j'ai évolué dans mon métier, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie du métier qui était très importante, c'était la collaboration entre les équipes et avec les clients également. Comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble? Et pour ça, je me suis formée à la facilitation, d'ateliers d'intelligence collective. Donc, j'ai aussi une partie de mon expertise qui est là-dessus. Et maintenant, je forme sur ces champs d'expertise, voilà, des différentes, voilà, agences, entreprises, et cetera. Et voilà. Très bien. On a 2 nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Coucou ceux qui viennent d'arriver. Welcome, welcome, welcome. Donc, comme je vous disais, donc l'année dernière, la semaine dernière, j'ai fait une conférence qui parlait de SEO et UX. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait plein de questions non répondues, d'où cette FAQ-là qu'on fait toutes les deux avec Carole. On bosse ensemble depuis un moment. On est même en train de monter une formation SEO et UX ensemble. On en reparlera. Et donc, comme je vous disais, on va faire une intro sur quand même les mythes de l'UX, parce que je trouve ça cool de les avoir en tête. Et puis ensuite, on dépile toutes vos questions. Et puis, on prend toutes les questions au fur et à mesure dans le chat. Il y a une fonctionnalité un peu cool sur StreamYard qui permet de les afficher, comme ça, tout le monde peut les lire. Et voilà, et puis ça va nous emmener tranquillement jusqu'à midi. Et puis, comme je vous disais, s'il faut pousser jusqu'à midi et demi et qu'il y en a qui veulent rester jusqu'à midi et demi, on peut. Yes, super. Il est 7, on se dit qu'on commence par les mythes? Ouais. Allez. Du coup, en fait, on s'est dit que ça serait intéressant de commencer par les mythes pour, essayer de déconstruire un certain nombre de choses qu'on a l'habitude de voir. Et si vous vous reconnaissez dans un des mythes, enfin, c'est tout à fait OK. Et tant qu'on ne s'est pas formé, tant qu'on ne sait pas, c'est tout à fait OK de penser ça. Parce qu'on voit beaucoup de choses aussi sur internet sur, par exemple, c'est quoi une bonne UX? Enfin voilà. Et du coup, souvent, on reste assez ce qu'on voit beaucoup dans les articles sur internet et cetera, on reste très souvent en surface. Donc c'est quoi une bonne UX? Déjà, la question elle-même, elle vient faire référence au fait qu'on a l'impression que l'UX, c'est simplement, comment est-ce qu'on place les éléments, sur une page web, où est-ce que je vais mettre mon bouton, pour que ce soit efficace et cetera. En fait, quand on pense comme ça, c'est qu'on oublie en fait que l'UX design, c'est, vraiment une démarche, une méthodologie avant tout, qui va passer par un certain nombre d'étapes. Pour vous la faire courte, on a une première étape qui est vraiment la recherche utilisateur. Comment est-ce que je vais aller avoir sur le terrain, des utilisateurs pour les connaître, pour savoir quels sont leurs besoins, enfin voilà, quels sont leurs usages et cetera, pour bien les comprendre. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir extraire tout ça et pouvoir l'implémenter effectivement dans une conception de service ou amélioration de service, qui peut être effectivement, un site web, une application mobile, mais ça peut être bien d'autres choses. Et ensuite, bien sûr, c'est une méthode qui est itérative, donc on va beaucoup tester des choses, revoir, réaméliorer et cetera. Je vous la fais très, très courte, il y a plein d'autres choses à dire, mais ça, c'est un des premiers mythes que je vois beaucoup. Et vous allez voir que quand on va dérouler les questions, vous allez voir que ça va éclaircir beaucoup de choses d'avoir déjà ce premier rapport et cette première façon de penser. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est que du coup, en France, on utilise souvent le mot design pour dire, ce qui est beau, tout ce qui est plutôt graphisme, c'est plutôt traduit un petit peu comme ça. Quand on dit: «C'est très design», on imagine un truc super beau, super bien fait et cetera. Alors que, dans les pays anglo-saxons, ça veut plutôt dire conception. Donc il faut plutôt le lire comme ça. Le design, c'est plus comment est-ce qu'on conçoit les choses. Donc ça, c'est un 2e point qui est important et qui vient un peu aussi changer le prisme, qu'on peut avoir sur la discipline. Ensuite, un 3e point, c'est, l'UX, c'est que du numérique. Donc il y avait des questions là-dessus d'ailleurs, donc on y reviendra, mais non, c'est pas que du numérique. Alors,
je vais pas faire un cours d'histoire de l'UX, mais grosso modo, l'UX, c'est vrai que le terme UX à proprement parler, ça vient du numérique dans les années 80, mais pour moi, il faut élargir parce que si on reste que concentré sur le numérique, en fait, on loupe la moitié des choses. Quand on conçoit un service numérique, il faut penser au service dans sa globalité. Donc ça, on pourra y revenir si vous voulez. J'ai des exemples à vous présenter pour vous montrer à quel point c'est important de ne pas penser que numérique. Et un dernier point, c'est, ce que j'entends souvent aussi, c'est que l'UX, c'est du bon sens. C'est, oui, bah, ça va, on va mettre ça là parce que bon, ça paraît logique, quoi. Et en fait, non, c'est pas que du bon sens. C'est des choses qui sont basées sur des faits sur des notions, sur des données qu'on a récoltées auprès des utilisateurs qui vont eux-mêmes nous nourrir dans notre réflexion. Donc c'est pas du bon sens. Moi, souvent, quand, j'ai débuté dans mon métier, c'était quelque chose qui était pas du tout connu, et on me disait tout le temps: «Mais Carole, toi, tu sais ce qu'ils veulent les utilisateurs?» Tout le temps d'entretien, j'avais tout le temps ça. «Tu sais ce qu'ils veulent les utilisateurs?» «Non, je sais pas, en fait, je suis pas à leur place». Si je conçois un service pour les comptables, mais moi je ne sais pas faire la comptabilité, je serais incapable de dire ce que veulent les comptables. Je ne sais pas, tant que je ne suis pas allée leur demander. Donc il y a ça aussi, c'est de se dire, heu, v partir vraiment encore une fois des données de choses, qu'on a récoltées, auprès des utilisateurs. Voilà, je m'arrête là pour les mythes, je ne veux pas m'étaler trop là-dessus, mais je pense que c'est bien de remettre Mmh. les choses à plat pour que vous puissiez mieux comprendre ce qu'on va vous présenter par la suite. Puis surtout en SEO, souvent on se dit: «Bon, bah, c'est faire les wireframes, c'est placer des call to action», alors qu'en réalité, nous, la valeur comme on la pratique, c'est beaucoup de l'UX research, en fait. Par exemple, bien choisir ses mots-clés, bah, l'UX, ça peut intervenir. On attaque les questions? Donc ce que je vous propose, je vous disais qu'on a récupéré toutes les questions que vous avez posées, on va les dépiler, les unes après les autres. Et puis s'il y a des nouvelles questions qui arrivent, vous les mettez dans le chat, et puis nous, on les affiche et on y répond en direct. Sauf si, avant qu'on commence à dépiler, vous avez une question hyper importante que vous voulez poser dès maintenant, foncez. En tout cas, le chat est à vous, le chat s'affiche, donc vous voyez tout ce que disent tout le monde. Et voilà, et on va attaquer. Est-ce que tu veux partager le Notion avec toutes les questions, Carole? En fait, je pense que enfin, j'ai peur qu'en fait les personnes, passent du temps à lire et que ce soit un peu perturbant donc je pensais plus en fait, ce qu'on a préparé, je pensais plus, montrer que quand il y a des images pour OK. que ce soit plus Bah, intéressant. un des premiers thèmes dans vos questions, c'était comment, le rapport entre l'UX et Google. Je liste quelques questions. Comment Google peut-il juger l'UX d'un site? Quels sont les critères utilisés par Google pour juger l'UX d'un site? Est-ce que Google comprend vraiment l'intention derrière une mauvaise expérience utilisateur? Google ne juge pas l'UX d'un site. Lui, les données qu'il a, c'est les comportements utilisateurs. Donc en fait, il va mesurer, c'est un des critères, mais pas le seul, le pogo sticking, donc le fait que quelqu'un, il fait sa recherche sur Google, il va sur le site de Laura Blanchard, il revient, il refait une autre recherche. Bon, bah ça, typiquement, c'est un signal, positif ou négatif, mais plutôt négatif, qui va faire dire, ça veut dire que sur ce mot-clé-là, la personne, elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait, donc bah, ce résultat, il n'est pas pertinent pour être positionné. Donc le rapport à l'UX de Google, c'est plutôt de l'analyse des comportements. Vous avez dû entendre parler de Navboost, qui est sorti, en tout cas, qui a leaké en 2024. Et bien, en fait, c'est cet algorithme de reclassement qui va analyser les comportements sur la SERP, est-ce que les gens cliquent ou cliquent pas sur ces résultats, qui va utiliser un autre algorithme complémentaire dont j'ai évidemment oublié le nom, mais c'est pas très grave. C'est intégré à Navboost qui va utiliser les données de Chrome pour voir le temps passé sur une page, par exemple. Et puis ces fameux effets de va-et-vient et de pogo sticking. Donc c'est cet ensemble de signaux utilisateurs que Google utilise pour vous re-ranker. Rappel très rapide, Google, il crawl, il indexe, il classe. Navboost, il ne classe pas, il reclasse. C'est une surcouche, en fait, algorithmique. Donc non, Google, il comprend pas l'UX d'un site, mais il utilise ces données-là pour savoir si l'UX, elle est satisfaisante ou non. C'est peut-être Glue, et je me demande si c'est pas Mustang. C'est soit Glue, soit Mustang, un des deux. Je sais plus. Bref, il travaille avec Navboost. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire que l'expérience utilisateur, ce que Google appelle l'expérience sur la page, va impacter cette étape de re-ranking et du coup votre classement directement.
C'est pour ça que, par exemple, à l'époque, quand je bossais dans le déménagement, il y avait un site qui était vide, il n'y avait aucun contenu, mais il y avait un module d'estimation de ton déménagement. Maintenant, ça se fait beaucoup. Et ben en fait, il était premier devant ceux qui avaient 2000 mots. Parce que sûrement que Navboost avait ce rôle de, en fait, ce site, il plaît beaucoup, parce que les gens, ils peuvent estimer leur déménagement en direct. Voilà pour la partie Google et UX. Ouais, j'avais un exemple supplémentaire. Moi, une fois, j'ai été, missionnée pour faire un audit ergonomique sur, le site de Kerasta. Je peux vous en parler parce que c'était il y a plus de 5 ans. Parce qu'en fait, ils avaient des problèmes de conversion. En fait, ils remarquaient que les gens, ils allaient beaucoup sur leur site, donc ils avaient beaucoup de trafic, mais en fait, il se passait rien. Après, les gens, ils passaient pas commande, enfin voilà. Et du coup, ils ont dit: «Bah, c'est bizarre, peut-être qu'on devrait s'intéresser justement à l'UX». Donc pour ça, j'ai fait un audit ergonomique. Un audit ergonomique, en gros, c'est on prend, les parcours, on prend les pages, on regarde, ce qui va pas. Là, on fait pas intervenir l'utilisateur, on fait juste intervenir l'expertise, de quelqu'un qui a des notions en ergonomie. Et donc ce qu'on a remarqué, sur ça, donc moi j'avais les données, de Google en fait. Donc je voyais qu'en fait il y avait, des passages, donc Kerastase, c'est un site qui vend des shampoings. Donc en fait, j'avais des passages de fiches produits à liste produits, fiches produits, liste produits. Ça arrêtait pas de faire ça, des rebonds comme ça qui arrêtaient pas. Et puis après, une fois qu'ils étaient dans le panier, bon bah, ils convertissaient pas, il y avait rien qui se passait. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que pourquoi il y avait autant de rebonds entre les pages, c'est que tout simplement, le site n'était pas hyper fluide dans le sens où, il y avait une page avec le shampoing, mais après il y avait pas de rebond vers les gammes de shampoings, vers les autres shampoings. Il y avait pas de cross-selling en fait en bas de page. Donc les gens, bah, ils arrêtaient pas de faire des allers-retours dans l'un ou dans l'autre. Et je pense que ça, d'un point de vue utilisateur, c'est pas bon parce qu'en fait, ils perdaient du temps, ça devait les gonfler de repasser sans cesse. Les gammes, c'est pareil, les gammes telles qu'elles étaient nommées, c'était le nom de marque de la gamme. Donc au lieu de dire, bah, gamme cheveux, gras, cheveux blonds et cetera, bah, en fait, il y avait, je sais plus quel était le nom de la gamme, mais du coup ça parlait pas. Donc il y avait aussi des mots qui étaient compliqués pour les utilisateurs. Donc il y avait des choses qui parlaient pas. Il y avait un espèce d'énorme menu, un espèce de gros méga menu avec toutes les gammes et cetera. Donc en fait, il y avait plein de choses qui venaient freiner. Et en plus de ça, quand on arrivait dans le panier, il y avait des choix d'échantillons qui étaient complexes. Donc il y avait 3 Mmh. échantillons à choisir, c'était compliqué, ils comprenaient pas et cetera. Enfin il y avait, je sais plus, 6 étapes pour pouvoir finaliser son panier. Donc en fait, il y avait beaucoup de freins comme ça qui venaient, justement, bah, perturber l'utilisateur. Donc effectivement, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de choses qui se passent sur leur site, mais derrière, il y a bah, pour l'utilisateur, c'est pas cohérent et du coup, bah, évidemment, ça vient, perturber, l'expérience de l'utilisateur. Souvent, ce qu'on recommande, et puis les SEO le savent, hein, quand on veut rédiger un bon contenu, on va voir les 10 premiers positionnés. Bah, moi, maintenant, j'ai intégré aussi cette analyse ergonomique. Je veux dire, c'est quoi les fonctionnalités sur la page, c'est quoi les parcours, qu'est-ce qu'eux proposent que les autres ne proposent pas. Et donc, ça s'intègre en fait à la réflexion SEO dès un audit ou dès qu'on perd des positions, quoi. Voilà pour le premier set de questions. On continue, vu qu'il n'y en a pas d'autres dans le chat pour l'instant, sur le lien entre Google et expérience utilisateur. Il y avait d'autres questions sur les Core Web Vitals. Donc, les Core Web Vitals, ce sont 6 indicateurs créés par Google pour refléter le temps de chargement et l'expérience sur la page, pas que le temps de chargement. Alors, si on n'a pas des bons Core Web Vitals, on ne va pas se casser la gueule, son référencement ne va pas se casser la gueule. Néanmoins, c'est en effet des critères qu'il faut regarder. Soyons honnêtes, en 2025, normalement, les sites, ils chargent beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il y avait un vrai sujet de chantier de temps de chargement. Maintenant, c'est quand même mieux grâce au CMS, même grâce à des plugins de mise en cache, etc. Il y avait une des questions, c'était quels critères travailler en priorité. Malheureusement, il faut tous les travailler. En fait, il y a des KPI assez simples. Déjà, le temps de réponse du serveur. Que ça, faut travailler avec son hébergeur qui doit être sous les 250 millisecondes. Ensuite, il y a le CLS. Le CLS, vous savez, des fois, vous vous connectez notamment sur mobile. Vous voulez cliquer sur un truc pendant que la page, elle charge. Et en fait, le truc bouge parce qu'il y a une pub qui s'affiche. Insupportable. Bon, ça, c'est le CLS. En fait, c'est un indice qui va évaluer le flottement des éléments au moment du temps de chargement de la page. Donc ça, c'est un élément purement UX et même pas temps de chargement. Donc celui-là, plutôt, il faut le travailler. Et puis après, les autres, c'est plutôt de la performance. Le LCP, c'est l'élément le plus grand de la page, son temps de chargement à lui. En fait, il va être lié intrinsèquement à la manière dont
les autres critères des Core Web Vitals fonctionnent. Encore une fois, c'est pas, à part en e-commerce où c'est stratégique, normalement, c'est pas game changer. En e-commerce, c'est stratégique pas pour le positionnement, mais pour la conversion. Il y a ce truc qui existe depuis que moi je fais du web depuis 2012 où il disait que Amazon, je pense que c'est un mythe, aurait fait des tests en disant s'il perdait X une seconde de temps de chargement, il perdait 1% du chiffre d'affaires. Moi j'ai toujours entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Par contre, je veux bien croire qu'une page qui ne charge pas assez vite sur mobile, les gens s'en vont et ton taux de rebond explose. Donc pour moi, la priorité, c'est s'assurer que techniquement, c'est solide parce que c'est frustrant que ce soit un problème technique côté serveur. Et ensuite, faut les monitorer dans la Search Console. Hein, vous avez les rapports pour voir si vos pages elles chargent vite ou pas vite. Et normalement, un CMS classique open source type WordPress, Magento, Shopify intègre déjà des moyens d'optimiser ces sujets. On rentre dans le vif du sujet de plutôt architecture et parcours. Ouais. Je te laisse prendre le relais. Ouais, ça marche. Donc on avait des sujets aussi enfin, il y a des questions au niveau de la structure du site. Comment est-ce qu'on gère un méga menu? Quelles sont les règles à respecter pour, le maillage interne d'un article de blog, et cetera? Enfin, des trucs un peu de structure. Je suis restée un peu d'abord sur les méga menus parce que je pense que c'est un sujet qui est intéressant. En soi, les méga menus, c'est pas forcément une mauvaise chose, pour l'UX. Ce qui est mauvais, en fait, c'est de mettre trop d'informations dans son méga menu, d'avoir un truc, liste au Père Noël, et cetera. Donc j'ai des choses à vous partager. Hop, tac, partager mon écran. Je vais afficher les questions au fur et à mesure, ce sera plus simple. Ouais, OK, ça marche. Tac. Vous voyez normalement mon écran. Donc hop, je vais zoomer un peu. Donc là, c'était le menu Kerastase à l'époque, dont j'avais fait quand j'avais fait mon audit. Donc vous voyez, il y avait beaucoup de trucs et ça, vous voyez les gammes là, on voit pas très bien parce qu'on n'arrive pas à lire, mais il y avait tout ça de gamme, de shampoings et en fait, c'était des élixirs ultimes et cetera. En fait, on sait pas, en fait, quand on a un problème de shampoing, c'est pas orienté utilisateur. Parce que un utilisateur, en fait, il a une nature de cheveux. C'est plutôt ça qu'il va chercher, plutôt que de la gamme, quand on connaît pas le nom des gammes, c'est compliqué de savoir quelle gamme choisir. Donc en fait, on serait obligé de cliquer sur toutes les gammes pour aller voir, c'est la gamme, de shampoing, cheveux secs et cetera. Donc ça, c'est pas forcément des bonnes pratiques. Et donc là, en termes de bonnes pratiques, ce qui peut être bien, c'est des méga menus qui sont plutôt bien structurés, avec, pas beaucoup d'infos, en même temps. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait, des catégories, des sous-catégories et puis quelques infos ici. Donc là, ici, par exemple, c'est un bon exemple sur le petit bateau et en fait, ça je vous montre un autre. Là, il y a beaucoup trop de choses, mais en fait, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est quand même pas mal, c'est qu'ils ont mis vous voyez, ils ont quand même mis des catégories. Donc en fait, tu scannes d'abord les titres. C'est ça, exactement. Tu scannes d'abord les titres et en fait, ça fait référence à des notions de psychologie cognitive, qui est donc la première, c'est l'empamnésique, c'est on retient à peu près 7 choses environ, en même temps. Donc voilà, on peut se dire que, au-delà de 7, on a déjà oublié, ce qu'il y avait au début. Et ça fait référence un peu, aussi à des notions, du fait que quand on a plusieurs mémoires. On a une mémoire à court terme qui est là, en fait, en mémoire tampon, qui vient, on l'appelle aussi la mémoire de travail. C'est celle qui vient, travailler, celle qui vient, justement, traiter les informations à l'instant T et elle va, aller, chercher et puis stocker des éléments, dans la mémoire à long terme qui, elle, est infinie. Donc la mémoire à long terme, c'est, vos souvenirs d'enfance, c'est, vous savez, faire du vélo et cetera. Ça, c'est la mémoire à long terme et la mémoire à court terme, c'est une mémoire tampon à l'instant T et cette mémoire à court terme, elle est, limitée. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas mettre autre chose. Si je vous demande, par exemple, de compter à rebours, de puissant et en même temps de faire une division à 3 chiffres, bon, je pense que c'est pas possible. Enfin, peut-être, mais ça doit être très, très dur. Donc voilà et c'est pour ça, c'est parce qu'en fait, cette mémoire-là, elle est limitée. Donc si vous mettez des méga menus de fou avec, trop de trucs dedans et cetera, et en fait, votre utilisateur, il est en surcharge cognitive. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Du coup, toi, ta reco, c'est plutôt des listes courtes, plusieurs Ouais. petites listes, plutôt que 3 grandes colonnes?
Ouais, des petites listes courtes et pas mettre trop de détails parce que là, vous voyez sur le site, je sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a barre et après il y a barre nutritionnelle, barre protéinée, barre de collation. C'est peut-être pour avoir du SEO, je sais pas trop bien, mais heu, ça fait trop. Ça fait trop là, l'utilisateur il a trop de détails, c'est trop dans le détail. C'est quoi ton avis sur les icônes pour guider un peu l'œil de l'utilisateur? Est-ce que Ouais. c'est une bonne pratique? Oui, alors les icônes, c'est une très bonne pratique. Par contre, le truc auquel il faut faire très attention, c'est de ne pas mettre l'icône toute seule. Ça, c'est souvent une erreur qu'on voit. D'ailleurs, on voit que quand on regarde les anciennes, interfaces Google, par exemple Google Photos et les nouvelles interfaces Google, maintenant on a un icône plus, du texte. Parce qu'en fait, on ne sait pas à quoi ça correspond. Parce que l'icône, c'est déjà très subjectif, ce qu'on perçoit et ça fait référence à une autre notion de psychologie cognitive qui sont les modèles mentaux. Dans notre tête, on a des modèles mentaux très différents. Je vais vous prendre un exemple très concret. Il y a un petit moment, j'avais fait des tests utilisateurs avec des seniors qui n'avaient jamais utilisé de smartphone, pour voir un peu si ce qui était facile ou pas pour eux à faire sur les smartphones et à un moment donné, il y avait une action que je leur demandais, c'était: «Est-ce que vous pourriez appeler, quelqu'un depuis ce téléphone?» Donc ils avaient un post-it avec un numéro et ils devaient appeler et en fait, il y avait alors je sais maintenant c'est plus le cas, mais vous savez quand on arrive sur le téléphone, il y a un espèce de petit truc, clavier là, alors je sais pas si vous voyez bien, mais le petit truc clavier, donc vous voyez maintenant il y a des petits points avec marqué clavier et à l'époque, il y avait des petits points et un point en bas qui représentait le 0 et mais il y a un monsieur qui m'a dit: «Mais c'est quoi ça?» «C'est une grappe de raisin». Donc vous voyez un peu les modèles mentaux. Pour lui, ça représentait une grappe de raisin visuellement parce qu'en fait, il y avait pas le texte à l'époque. Donc là, ils ont rajouté, vous voyez? Sous chaque picto, il y a du texte, Je faisais ce systématiquement. je faisais ce test-là aussi en refonte de cacher le texte et dire à mes clients: «Tu comprends là ton icône?» Il me dit: «Bah non, c'est pas très clair». Je pense que Génial. l'iconographie a quand même pas mal à jouer, un peu plus que ce qu'on pense, parce qu'en fait, on est tellement habitué aux icônes, en effet, sur les smartphones que c'est un guide visuel, quoi. Mmh. Ouais, mais c'est super de mettre des icônes, mais il faut toujours que ce soit accompagné de texte Ouais. et en plus de ça, même en termes d'accessibilité, numérique, c'est encore mieux. J'étais sur le site, là, si tu veux aller dessus, de Histoire d'or, que je trouve pas mal en termes de méga menu, parce qu'ils ont vraiment essayé de rendre ça le plus flat possible. Donc il y a beaucoup d'entrées, et dans les sous-entrées, il y a plusieurs colonnes avec des listes assez courtes. Tu veux les montrer? Parce que moi, j'étais sur Ouais, je peux les Notion, donc montrer, ouais. du coup, j'étais pas sur mon navigateur. Je peux partager mon écran. Comme ça, tu vas me dire si tu trouves ça bien aussi. Donc là, déjà, il y a plusieurs entrées par famille, bague, boucle d'oreille, collier. Et puis à chaque fois, bah, les listes, elles sont courtes. Et puis j'ai genre, Ouais, type, matière. Ça me permet rapidement de repérer. Ça, pour moi, c'est un méga menu qui est bien conçu. ouais. Bah, c'est ça et puis c'est en fait, le méga menu, il faut qu'il soit conçu par rapport aux usages et aux besoins des utilisateurs. C'est aussi ça, c'est que du coup, au-delà de nombre de trucs et cetera, il faut que les catégories qui soient proposées soient cohérentes et du coup, je peux vous présenter, il y a un outil pour ça qui est genre, trop bien, enfin moi j'adore. Ça marche hyper bien, Il y c'est a. ça. Je poserai la question après. Le tri par carte, ça s'appelle. En gros, c'est que vous au lieu que ce soit vous qui fassiez le méga menu avec vos propres mots qui vont peut-être pas forcément parler aux utilisateurs, c'est que vous demandez à vos utilisateurs de faire eux-mêmes leur propre menu. Donc c'est pratique. Vous mettez à plat, sur des petites cartes, vous mettez à plat tous les contenus et après vous organisez une séance où vous demandez aux utilisateurs: «Bah, est-ce que vous pourriez me classer les contenus?» Donc en fait, ils prennent les contenus, ils font des espèces de patates, et ensuite c'est eux-mêmes qui nomment comment s'appelle cet ensemble de contenus. Et du coup, comme c'est eux qui nomment avec leurs propres mots, et beh, c'est les mots qu'ils vont utiliser aussi dans Google, en fait, tout simplement parce que c'est eux qui ont dit les mots. Je vous donne un exemple concret. J'avais travaillé pour une mairie qui voulait, refaire une partie du site qui était, signaler un problème. Par exemple, là, c'est un problème sur la voirie, il y a un feu tricolore qui marche pas, il y a un nid de frelons qu'il faut enlever et cetera. Donc les citoyens et les citoyennes pouvaient signaler qu'il y avait un problème pour que les services de la mairie puissent intervenir tout simplement. Hem et donc pour faire ça, donc là, c'est de là où est issue la photo là, j'avais fait un tri par carte. Et en fait, par exemple, eux, à la base, ils avaient organisé, le menu, en fait, pour aller choisir quel est le problème en question, par rapport à comment c'était organisé en interne chez eux.
Donc par exemple, signaler qu'il y a un feu tricolore qui marche pas, ils l'avaient mis dans, je sais plus comment ça s'appelait, mais lumière ou un truc comme ça. Sauf que les gens, ils allaient pas du tout le chercher là. Eux, ils ont mis ça dans voirie, en mode, bah, c'est sur la route, donc c'est là-dedans. Et jamais les gens n'auraient imaginé, que ça soit dans lumière et ils auraient pas trouvé l'info et du coup, ils auraient dit: «Bah, il y a pas, du coup, merci, au revoir». Donc du coup, voilà un exemple très concret de comment ça peut se passer. Et là, on vous a mis donc un seul, enfin, il y a un outil, mais il y en a d'autres, je vous ai mis celui-là parce que c'est celui que je connais. Optimal Workshop, c'est un outil donc bon, qui est payant, qui permet de faire des tri par carte, en ligne, directement. Donc en fait, vous mettez tous vos contenus et cetera, vous balancez le lien à, vos utilisateurs, donc ça peut être, 1000 utilisateurs, enfin, je sais pas combien, et c'est eux qui font les classements directement en ligne via cette plateforme. Et après, il y a un autre truc aussi, si vous voulez tester votre arborescence qui est déjà faite, vous pouvez faire un truc qui est l'inverse, qui s'appelle le tree testing. Et en fait, c'est un truc qui, vous mettez votre arbre, vous envoyez pareil le lien à vos utilisateurs, et les gens doivent deviner où ça va. Donc par exemple, vous dites, par exemple, si vous faites un site d'épicerie, vous pouvez dire, bah, d'après vous, où est-ce que ça se met la farine? Et les gens vont naviguer dans votre menu que vous avez rentré et dire, bah, je pense que ça se met, dans épicerie salée, par exemple. Et Trop bien. du coup, ça vous donne des infos de, bah, où est-ce que les gens mettent les choses et puis du coup, vous pouvez réajuster, votre arborescence. Il y a une question de Reda. Est-ce que c'est une bonne pratique de faire évoluer le menu en fonction du parcours utilisateur afin de ne pas mailler des pages sans rapport? Alors, je pense qu'il y a un sous-entendu aussi SEO. Ouais, j'ai pas tout à fait bien compris la question, pardon, je vais peut-être Donc, la je pense relire. que c'est plus, vas-y, je pense que c'est plus SEO. Euh, Bah, vas-y, réponds du coup. J'imagine que tu sous-entends, je suis chez Amazon. Si je suis dans électroménager, mon menu ne parle que de électroménager, par exemple. En tout cas, si c'est ça la question. En tout cas, c'est comme ça que je la comprends. Oui, ça s'appelle le siloing en SEO. Comment dire? Je suis pas sûre que ce soit une pratique qui s'applique à beaucoup de sites. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être un énorme site pour avoir ces besoins-là. La Fnac le fait, un Ikea va pas le faire, tu vois. Donc, pour moi, il y a plus des enjeux SEO que utilisateurs, mais tu vas nous dire, Carole, par exemple, Ikea, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs intentions d'entrée. C'est-à-dire, soit tu rentres par les pièces, Mmh. soit tu rentres par le mobilier, soit tu rentres par les inspirations. Et ça, le parallèle avec le SEO, bah, c'est l'intention de recherche. Je vais chez Ikea, des fois, j'ai juste envie de me promener, donc je cherche de l'inspi. Ok, bah, je vais rentrer par la galerie. Je sais exactement ce que je veux. Je rentre par le produit. Ou alors, je ne sais pas ce que je veux, mais il faut que j'aménage ma cuisine. Je rentre par la cuisine. Donc, en fait, cette partie du UX Research dont parlait tout à l'heure Carole peut aussi devenir stratégique parce qu'elle peut jouer sur ces décisions-là. Et du coup, le concept d'intention de recherche se rapproche du concept de besoin utilisateur dans ce sens-là. Ouais, bah, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, plus tu vas diversifier les façons d'arriver par rapport aux besoins de tes utilisateurs, plus tu vas les toucher. En fait, l'idée, c'est de ne pas avoir une seule logique utilisateur parce que comme je disais tout à l'heure, il y a les modèles mentaux. Les modèles mentaux, si vous demandez par exemple à des personnes de faire un schéma de je vais vous faire un test en live là. Fermez les yeux, imaginez dans votre tête une voiture jaune. OK? C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux. Dites-moi dans le chat à quoi elle ressemble votre, voiture jaune, allez-y. OK, donc une Renault des années C'est moi. 90. OK, qu'est-ce que vous avez d'autre? Une Twingo, une Coccinelle, OK. Une Mini, OK. Ferrari, OK. Donc, est-ce qu'on a tous la même voiture jaune? La consigne était très claire. Je vais La demander une consigne était voiture très jaune. claire. Ouais. C'est ça les modèles mentaux. C'est que du Okay. coup, on a une vision différente de chaque chose. Donc en fait, c'est ça qui se passe aussi pour le site IKEA, comme tu disais. C'est que du coup, bah, on va pas avoir les mêmes besoins, les mêmes, façons de voir les choses et cetera. Et d'ailleurs, IKEA, c'est un super exemple parce que je vous ai dit, c'est pas que numérique. C'est que du coup, ils font pareil dans le magasin. Quand vous arrivez à la section bureau, vous avez aussi les rangements de bureau pour mettre les stylos, pour, mettre votre ordi sur vos genoux, machin. Ils pensent aux usages, en fait, avant tout. Ils vont pas juste dire: «Bah non, ça va au sous-sol, là on met tout notre bordel et puis ça va pas du tout, là parce que c'est des bureaux».
Non, ils mélangent en fait, parce qu'ils savent qu'en termes d'usage, en termes de besoins, les gens, ils ont besoin d'équiper leur bureau. Pour Donc en fait, il y a beaucoup de parallèles. pour avoir ces infos-là, c'est de l'interview utilisateur que tu recommandes? Pas que. Il y a plein de techniques, de recherche utilisateur. Donc la recherche utilisateur, effectivement, ça peut être, ça dépend en fait l'intention. Ça peut être des interviews. Donc, par exemple, en interview, pour les modèles mentaux, moi, j'ai déjà demandé à des gens de dessiner. Notamment, j'avais travaillé pour, l'institution des Champs Libres, qui est en fait une institution qui est à Rennes et qui regroupe, 3 grandes choses. Il y a une grosse médiathèque, il y a, un musée de la Bretagne et une cité un peu, cité des sciences. Et en fait, j'avais demandé aux gens: «Comment est-ce que vous pourriez me dessiner ce que c'est les champs libres?» Et j'avais eu des schémas, des dessins et cetera, et ça me permettait en fait de voir, parce que l'objectif de cette mission, c'était de faire la refonte complète de l'écosystème numérique. Et du coup, on voulait voir quelle était la perception des gens par rapport à ça, dans leur tête. Et en fait, ils ont dit à chaque fois, il y avait beaucoup de schémas qui étaient les 3 trucs et autour un grand cercle de: «C'est tout ça les champs libres». Et ça répondait à la question qu'on se posait en interne dans l'équipe, qui était: «Est-ce qu'on fait 3 sites distincts avec un site pour la médiathèque, un site pour le musée de Bretagne et cetera, ou est-ce qu'on fait un gros site qui rassemble des espèces de mini-sites?» Finalement, c'est la piste qui a été prise, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que dans la tête des gens, ça englobait tout ça. Et du coup, il fallait que la façon dont c'était représenté dans leur tête, ça se traduise après numériquement. Et puis, il y a aussi un travail qui a été fait également physiquement sur le lieu. On a eu beaucoup de retours aussi sur le lieu, sur le hall d'accueil, et cetera. Donc, on voit que ça sort aussi même du numérique, la façon dont c'est perçu. Petite question du chat et puis après on reprend notre immense liste. Alexandre demande si tu as un outil pour le tree testing. Le même que celui que Gabriel répondait, Optimal Workshop. Ok, Pareil, super. il fait plusieurs trucs. Et il y en a d'autres. Je pense que tu tapes tree testing, tu dois certainement trouver d'autres trucs, hein. Moi, c'est celui que je connais, mais il y en a peut-être d'autres. Top. Il y avait pas mal de questions sur ce qu'on est en train de dire en lien avec le SEO. Comment prendre en compte le SEO depuis la construction des parcours. Des plages de contenu sont parfois rédigées pour améliorer le SEO, mais nuisent à l'UX. Moi, je regroupe un peu tout ça. J'ai pas de bonne manière à vous donner. Par contre, je peux vous dire comment moi je travaille. Enfin, comment nous, on travaille chez Cozy. La meilleure manière de prendre en compte le SEO pour la personne qui va designer les parcours, c'est d'être au courant de ce qu'on a besoin de faire. La méthode la plus simple qu'on a mis en place, c'est qu'on a inversé des étapes. Je vous explique. Quand on fait une refonte, on fait l'arborescence, on fait des maquettes et vulgairement, on cale du contenu dedans. Et ben en fait, nous, on a inversé. Le SEO fait l'arborescence, tout le monde valide. Et à cette étape, on va rédiger un contenu type par page. Prenons pour faire simple un site e-commerce. Je vais rédiger un contenu type et les éléments SEO dont j'ai besoin dans une page, des filtres, des vignettes, dans ma page catégorie. Ensuite, je vais faire pareil pour ma fiche produit. Je vais faire pareil pour un article de blog. Et en fait, ça va servir de cahier des charges à l'UX UI qui va concevoir la page en disant ça, il faut que je le retrouve dans la page. Et c'est le meilleur, en tout cas, c'est le moyen le plus facile et le moins coûteux qu'on a trouvé pour être sûr que moi, mes contraintes SEO, elles soient prises en compte. Et en plus, ça crée une discussion. Parce que comme les UX designers, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur fournisse ça, ils t'appellent, ils disent « Ah, mais du coup, ce texte-là, moi, j'y vois de l'information. Là, tu es en train de raconter que les délais de livraison, ils sont de 14 jours. Du coup, plutôt qu'en faire un texte, est-ce qu'on ne peut pas en faire un bouton, machin ?» Si, carrément. Et il y a une petite magie naturelle qui s'opère qui est assez cool. Donc, pour répondre à ces questions, réfléchir au contenu, j'ai même envie de dire à l'information minimale SEO qu'on doit trouver dans la page avant de concevoir les parcours, l'UI, etc. C'est le meilleur moyen de les faire bosser ensemble. Tout simplement. Il y avait une autre question. Quelles sont les bonnes pratiques pour la rédaction des métadatas et structures à chaîne? Il y a comment dire, j'allais dire, il y a peu de convergence entre SEO et UX, et c'est pas vrai parce qu'il y a le concept du UX writing. Moi, ce que je retiens, ce qu'on m'a toujours dit et ce qui marche toujours, c'est les gens lisent les titres, les gens, ils lisent les débuts de paragraphes et lisent les fins de paragraphes. Le reste, on s'en fout un peu, ou alors si c'est important, il faut le mettre en gras. Donc en fait, la bonne pratique, c'est quand même évidemment mettre les mots-clés dont on a besoin pour le SEO, mais c'est quand même se dire, si je lisais juste les titres, les débuts de paragraphes et les mots-clés en gras, est-ce que je comprendrais ce que je suis en train de lire?
Et ça, c'est un exercice hyper facile à faire que vous pouvez faire avec toutes vos pages. J'ai un exemple que je vais vous montrer. Et si ça, c'est fait, ça veut dire que, 1, ça va aider le SEO parce que je vais placer mes bons mots-clés, et 2, ça va aider le lecteur parce que sans avoir à lire, vu que personne ne lit tout, et ben, il aura compris ce qu'il y a dans la page. J'avais un exemple à vous montrer que je cherche. Pendant que tu cherches, j'ai un truc à rajouter. Du coup, je vous conseille d'aller voir des petites vidéos d'eye tracking pour voir en fait où se posent les yeux des utilisateurs. Vous allez voir, c'est bluffant et c'est exactement ce que dit Laura. On scanne tout. Parce qu'en fait, déjà, physiquement, on ne peut pas tout voir. Essayez de regarder votre doigt et en même temps, vous essayez de lire ce qu'il y a derrière. Bon, c'est impossible. Hein, on est d'accord. Donc, parce que déjà, physiquement, notre œil, il n'est pas fait pour voir tout. Donc, en fait, on est obligé de focuser sur des trucs très, très précis. Et pour éviter justement d'être en surcharge cognitive, on va aller chercher de l'information qui est pertinente. Donc, effectivement, la structure de votre page avec H1, H2, etc., c'est hyper important parce qu'effectivement, on va scanner. Et du coup, j'ai rajouté dans le chat, il y a aussi ce que tu disais, Laura, on va regarder plutôt la fin, le début, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de primauté et de récence. Donc ça, c'est un biais cognitif aussi qu'on a. On va plutôt retenir ce qui est plutôt au début, ce qui est plutôt à la fin, ce qui est au milieu un peu moins. Donc voilà, donc, allez voir les choses sur l'eye tracking, vous allez voir, c'est assez bluffant. J'ai un exemple à vous donner en complément de ça. Et là, on rentre dans comment faire plus de conversions. C'est ce que j'ai présenté la semaine dernière en conférence. Donc, ce que vient d'expliquer Carole, c'est que quand tu es en train de lire un contenu, ton point d'attention, il se concentre, allez, on va dire, sur 2 cm², quoi. Et ben vous, votre job, ça va être d'afficher vos CTA à cet endroit-là. Par exemple, moi, ce dont je me suis rendu compte sur certains sites de clients, ils me disaient, non, mais c'est bon, j'ai mon CTA de demande de devis en sticky en haut ou en bas. En fait, l'impression que j'ai, c'est que cet élément-là, vu qu'il est fixe, il commence à faire partie du cadre du desktop ou du smartphone. Alors qu'en mettant vos appels à l'action là où l'attention se pose, bah, franchement, tu fais x2 en taux de conversion. Et ça, c'est assez cool. Je passe assez vite, mais ça, c'est Clarity. Alors, on voit des petits points parce qu'à l'époque, c'était anonymisé, donc on ne pouvait pas avoir accès au contenu. Mais bref, c'est Clarity qui vous donne les heatmaps et clickmap. Là, c'est un clickmap. Et donc, il y a les petits points. Là, les nombres, c'est l'ordre du nombre de clics. Donc, par exemple, le titre était le 4e endroit où il y a le plus de clics. Et du coup, moi, je me disais, OK, les gens, ils cliquent ici, ils cliquent ici, ils cliquent là. Bon, bah, en fait, c'est là où je vais mettre mes appels à l'action. Et puis, si je descends un peu, il y avait un paragraphe aussi où je voyais que leur attention, elle était là. Puis, je descends encore, leur attention, elle est là. Bah, en fait, si leur attention, elle est là, bah, moi, je vais mettre mes boutons ici. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait. Typiquement, ce bloc-là, qui était un début de bloc où les gens lisaient vraiment et s'arrêtaient, et ben moi, vous voyez là à droite, j'ai rajouté un lien dans le texte, en rouge souligné, et après, plus loin, à la fin de cette liste, parce qu'en fait, c'était une liste, parce que le mot-clé, c'était cahier des charges, donc en fait, tu veux une liste pour faire ton cahier des charges, ben, on a rajouté un bouton ici. Et en fait, juste en faisant ça, c'est-à-dire, je vais là où l'attention se pose, et là, je bastonne d'appel à l'action, et ben, on a fait 2,3 fois plus de clics et du coup 2 fois plus de conversions. Et pour ça, Clarity, déjà, c'est gratos, contrairement à Hotjar. Donc, en fait, vous n'avez aucune raison de ne pas le mettre. Le seul impact un peu chiant, bah, ça va impacter le temps de chargement de votre site. Mais c'est gratuit et en fait, vous pouvez, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Vous regardez là où l'attention se pose et vous dites comment est-ce que je peux utiliser cette attention, soit pour mettre un appel à l'action, soit pour l'emmener vers la page où je veux faire ma conversion. Voilà. Il y a pas mal de questions sur l'IA. Il y en a eu 3 tout à l'heure. David, qu'est-ce que tu me demandais, David ? Ouais. David, tu me demandais un truc sur le géo. Et puis là, il y a 2 questions. Est-ce fiable d'utiliser l'IA pour accélérer son travail SEO et UX ? Quel impact du géo sur l'UX ? Carole, toi, comment tu utilises l'IA aujourd'hui dans ton boulot ? Moi, je ne l'utilise pas en tant que vérité déjà. Donc je fais hyper attention. C'est plus pour commencer à amorcer des choses. Ou bien faire de l'analyse de texte brut ou des choses comme ça pour redispatcher, pour analyser. Mais clairement, par exemple, j'avais prévu une section, mais du coup, on saute un peu les choses. Mais Ouais, c'est pas grave. c'est juste que, par contre, ça va permettre de comprendre. C'est que du coup, par exemple, pour initier mes personas,
je vais commencer à utiliser l'IA pour commencer à initier des choses. Mais je me dis pas que ce que l'IA va me sortir, c'est ça, en fait, parce que c'est complètement faux. Il y a un gros écart entre ce que l'IA va me sortir. J'ai fait là, il y a pas très longtemps, elle m'a sorti des généralités. C'est toujours très général, en fait. C'est ça qui est qui est problématique, c'est qu'elle me sort des généralités, mais après moi j'ai besoin de repréciser, encore une fois, en allant sur le terrain, en allant rencontrer les utilisateurs pour savoir vraiment c'est quoi leurs vrais besoins et tout ça, pour affiner parce que c'est dans la finesse qu'on a vraiment, les vrais points bloquants, les vraies choses qui ressortent, et puis c'est contextualisé aussi. C'est que du coup, c'est pareil, ça revient un peu au mythe numéro un que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est que du coup, on a l'impression que, quand on fait de l'UX, c'est quoi une bonne UX? Donc il y aura une loi universelle qui dise: «Bah, il faut que je place mon bouton ici». Non, en fait, c'est toujours du sur mesure, c'est toujours du cas par cas, c'est toujours par rapport à votre contexte, au contexte de votre client et cetera. Donc c'est ça qu'on a besoin de savoir et ça, l'IA, elle est pas capable de le faire. Par contre, ce qui est vachement intéressant, ce qui vient vraiment faciliter la vie des UX, c'est tout ce qui est analyse des données. Donc imaginez, vous avez fait, 5 entretiens, ben avant, moi, je me tapais tout à la main. Donc je prenais mes 5 entretiens, je faisais toute la retranscription, donc je reprenais le son ou la vidéo, je faisais toute la retranscription à la main, donc ça prenait fois 3 de temps, donc 1 heure passée en entretien, ça fait 3 heures d'analyse derrière. Bon, l'enfer. Et après, je faisais tout mon petit dispatch à la main et tout. Donc ça, c'est juste le pire truc à faire, qui est super chiant. Là, l'IA, bah, ça vient accélérer, vachement toute cette partie-là. Donc soit en impulsion, pour commencer à initier des choses et pouvoir commencer à se poser des questions, ouvrir un peu le chakra quoi, grosso modo, soit effectivement pour analyser des choses, des données vraiment concrètes. Et d'ailleurs, il y a, l'IA alors, c'est quoi? C'est LLM, je sais plus quoi là, de Google là, qui est pas mal. J'arrive Notebook jamais à LM. Ouais, merci, c'est ça. J'arrive jamais à retenir le nom. Notebook LM qui est pas mal parce que du coup, il reste vraiment fermé sur les données que vous lui donnez. Il va pas aller, extrapoler avec des machins qu'il a trouvés à droite à gauche. Et du coup, vous pouvez créer des dossiers et cetera, donc c'est plutôt bien fait. J'utilise aussi beaucoup sur, j'aime bien mettre des livres numériques dedans et du coup, je viens extraire des données et cetera pour, avoir des données vraiment des vraies choses et pas des trucs où il va me chercher des trucs un peu perchés, quoi. Il y a un truc que j'ai pas testé, mais dont j'ai entendu parler, si on revient plutôt sur l'interface et l'ergonomie. Vous avez dû entendre parler de Google Stitch, qui génère des designs que vous pouvez importer dans Figma. Visiblement, une fois que vous avez généré un design, il peut vous générer des versions alternatives pour faire des A/B tests. Donc ça, c'est chouette, parce que c'est une source d'inspiration, on va dire. Comme tu disais, Carole, c'est pas à utiliser en tant que tel, mais c'est des sources d'inspi. Maintenant, en effet, moi, l'IA, quand je l'utilise, ça marche très bien pour comparer des choses. Par exemple, en SEO, je veux travailler mon information gain. Donc, qu'est-ce que ma page apporte de plus que les autres n'apportent pas? Si j'envoie une liste d'URL à l'IA et je lui demande analyse-moi les angles éditoriaux, les balises à chaîne, les sujets abordés, les fonctionnalités, il est capable de le faire. C'est-à-dire que je l'ai fait avec 5O ou O3, ChatGPT. Je suis allée revérifier à la main parce que j'ai pas trop confiance. En effet, on était bon. Donc, pour de la comparaison, ça marche. Pour de l'analyse de visuel, il y arrive aussi. Donc, pour suggérer des idées, je trouve ça sympa. Tu vas lui proposer un wireframe ou une maquette, une autre version, et puis tu peux discuter avec lui. Mais je suis un petit peu comme toi, Carole, de là à prendre pour argent comptant ce qu'il me dit. C'est l'utilisateur qui sait, hein, c'est pas l'IA. Pour moi, c'est la même démarche que de penser que l'IA comprend les intentions de recherche, c'est faux. Et bien là, c'est pareil. De toute manière, on sera toujours dans un biais de confirmation et il nous dira bien ce qu'il veut entendre. Donc, je suis plutôt limitée là-dessus. Et David, je ne suis pas hyper sûre de comprendre ta question liée aux attentes qu'ont les LLM pour mentionner aussi une marque de page de site. Est-ce que la question, c'est le rôle de l'UX dans tout ça? Aujourd'hui, je n'ai pas... comment dire? Si on parle du géo, donc les gens qui sont sur les IA et qui veulent acheter des choses sur son site, pour faire très simple, moi, ce que je constate, c'est que les pages d'atterrissage du trafic issu des IA n'est pas le même que le trafic issu du SEO. C'est plutôt des pages soit très génériques, la page d'accueil, soit très précise, typiquement une fiche produit. Ensuite, évidemment, on a tous constaté que les taux de conversion étaient meilleurs. En fait, c'est un peu logique. La personne a fait toute sa recherche sur l'assistant et non pas sur son site. Donc, c'est plutôt... je sais que tu n'aimes pas dire que c'est du bon sens, Carole, mais c'est plutôt logique. De là à dire que
que l'UX intervient dans cette logique de géo. J'arrive pas encore à faire le rapport. Soit tu peux préciser, soit j'ai pas encore exploré ce truc-là. Non, là, moi, je vois pas, j'ai pas trop bien compris la question non plus. Ah, il y a une. Alors, il Je crois dit. savoir. Je Vas-y. l'affiche. Je crois savoir que les contenus enrichis avec FAQ à vie, le fait qu'il est préconisé de fonctionner avec des bullet points résumés en début de page. Ok. En fait, ce que tu dis, c'est que les attentes en termes de structure de contenu des LLM pourraient coller à ce qu'attendrait un utilisateur qui ne veut pas se taper 10 000 mots à lire, quoi. Et du coup, oui. J'aurais tendance à dire oui. De toute manière, à partir du moment où vous pouvez éviter aux gens de lire une phrase, bah, faut le faire, quoi. De là à dire que si tu scindes tous tes paragraphes en liste à puce, tu seras plus visible dans les géos, je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Non, mais ça c'est vrai depuis toujours en fait. Il y avait que les sites, là des années 90 là où on avait des espèces de gros paragraphes et des gros blocs et des gros machins, mais Et les c'était pas SEO qui s'en fichent et qui mettent le contenu en bas en se disant qu'il va ouais, pas c'est être lu. ça, ou en blanc sur blanc pour, juste, avoir des vues ou je sais pas quoi. Mais, mais ça en fait c'est pour l'UX en tout cas ça a toujours été vrai. C'est vraiment, voilà le côté vraiment les pictos comme ça avec juste le petit texte en dessous pour montrer par exemple, différentes offres et cetera. Les blocs de réassurance, enfin, il y a et tout est fait comme ça. Pour faire de la réassurance, on va pas mettre un espèce de gros texte pour dire, «Bah, vous inquiétez pas machin, on vous remet la on si vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez être remboursé machin». Enfin, c'est toujours des pictos, Mmh. voilà, des choses assez simples à lire parce qu'encore une fois, l'utilisateur il va scanner. Mais après, c'est toujours pareil, on dit c'est du sur mesure, ça c'est pour un site plutôt e-commerce et cetera. Mais, si on est sur un site d'information, bah, là les gens lisent parce que du coup c'est un site média avec, voilà. C'est toujours pareil, ça dépend du contexte, ça dépend de ce qu'on cherche à faire et cetera. Et là, il y a une convergence du SEO et de l'UX, dans le sens où en UX, tu essaies de faire concis, tu rationalises. En fait, en SEO aussi, s'il y en a qui bossent sur des sites e-commerce, ils le savent. Pour l'instant, on est plutôt à la désoptimisation qu'autre chose. En fait, les énormes pavés en bas d'une page catex, ça ne marche plus du tout. Mmh. Et mettre juste la phrase livrée en 48 heures, ça suffit. Google le comprend. Et d'ailleurs, les LLM, on le voit parce que si vous discutez avec eux, on va voir qu'ils ont extrait ce bout de phrase. Ils n'ont pas besoin d'une phrase avec du contexte. Il dit nos stratégies de livraison sont en 2 jours, c'est-à-dire 48 heures. Ça ne sert à rien du tout. Une phrase livrée en 48 heures, vous la mettez sur votre page, vous demandez au LLM ou à Google en combien de temps je suis livré avec tel site, il va vous la trouver. Donc Mmh ça mh. converge en fait. Ça et ça vient aussi, appuyer, tout le travail qui est fait sur l'éco-conception. Donc plus vous êtes, frugaux, dans la façon dont vous allez concevoir vos pages, vos parcours également, rajouter des étapes, machin et cetera, pour, enfin voilà, qui ne servent à rien. La méthode des 3 clics, ça c'est un mythe à déconstruire. On n'est pas obligé de faire ça en ayant, moins de 3 clics pour arriver à faire quelque chose. Par contre, il faut qu'il y ait pas trop de clics dans le sens où il faut pas qu'il y ait des clics inutiles. Donc c'est toujours ça, c'est tout ce que vous pensez qui est inutile, essayez de vous mettre peut-être à la je sais que c'est pas forcément la bonne solution, mais déjà si vous n'avez pas accès aux utilisateurs, déjà, essayez de faire le parcours vous, et vous dire: «Bah, est-ce que ça c'est utile? Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça, et typiquement, si je reprends l'exemple de Kerastase avec son cheminement en 6 étapes, dans le panier, là, c'est beaucoup trop parce qu'il y avait, juste pour un échantillon, il y avait une étape, un deuxième échantillon, deuxième étape, enfin, c'est trop long en fait. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces étapes et ça vient faire perdre du temps à l'utilisateur et c'est pas, éco-conçu en fait. Il y avait beaucoup d'images, beaucoup de machins, trop de contenu qui sert à rien. Ok. Alors. Il y avait les trucs sur les parcours utilisateurs dont on n'a pas parlé. Ouais. Du coup, il y avait, pas mal de questions sur, la conception d'expérience globale. Donc par exemple, comment est-ce que je peux améliorer un parcours utilisateur, pour maximiser la conversion sans nuire à la structure SEO? Comment mêler efficacement du SEO dans une interface UX? Comment répondre aux exigences UX sur un site média et cetera? Donc il y avait pas mal de questions sur vraiment les parcours utilisateurs, comment ça s'intègre en fait dans une stratégie un peu plus SEO. Donc moi, je vais vous présenter un peu de comment est-ce qu'on peut faire des parcours utilisateurs qui sont efficaces avec une méthodologie UX et puis, bah, Laura, je te laisserai compléter sur la partie SEO. J'avais des choses à vous partager. Hop.
Tac. Donc, déjà, je voulais vous montrer un peu des images en fait qui sont assez parlantes. Donc déjà, il y a une première étape, c'est la partie recherche terrain. Donc là, c'était, on m'avait missionné dans une entreprise voilà, industrielle pour créer une interface à destination donc des personnes qui travaillaient là-bas. C'était pour faire une interface plutôt tablette parce qu'ils travaillaient avec tablette sur le chantier. Pour faciliter, à un moment donné, une partie de leur travail qui se passait sur le terrain. Donc c'était, l'assemblage des tuyaux et cetera pour, des tuyaux plutôt d'évacuation et cetera et en fait, bah, au lieu de me dire: «Bah, je vais juste faire des interviews, je vais, rester, là où ils sont sur l'ordinateur, quand ils sont à leur bureau et cetera», j'ai pris plusieurs jours et j'ai suivi, en fait, leur journée. J'ai suivi leur journée, j'ai regardé et en fait, ils arrêtaient pas de faire des allers-retours entre le terrain, le bureau, le machin et cetera. Parce que pour moi, ce qui est hyper important, c'est de tester aussi votre interface dans des conditions le plus réelles possible. Parce qu'en fait, moi, mon interface sur tablette, ils allaient pas l'utiliser au bureau. Ils allaient l'utiliser sur le terrain quand ils donc avec, là on voit pas, mais quand ils ont des tuyaux, en fait, ils retournent les panneaux, ils mettent tout à l'envers et du coup après, bah, en fait, ils doivent marcher sur des trucs où il y a des trucs qui peuvent se casser la figure. Il y a des contraintes aussi techniques qui sont hyper importantes pour lesquelles il faut en avoir conscience. Ils n'avaient pas accès, au Wi-Fi. Le 4G, il marchait pas, à l'intérieur là. Donc voilà, donc ça veut dire que mon interface déjà, il faut que je la pense hors ligne. Il y avait des moments, ils avaient des gants, donc ils avaient besoin de gros boutons parce que les gants, c'est gros et qu'il faut pouvoir appuyer dessus et que si c'est trop petit, bah, du coup, ça marche pas. Donc beaucoup de contraintes. Donc vous voyez à quoi ça peut servir aussi d'aller sur le terrain, de rencontrer les utilisateurs. Là, je vous ai pris un peu le cas extrême, mais ça marche aussi très bien pour des sites beaucoup plus classiques, de s'intéresser à tout ça et ça va vous permettre en fait de créer, des personas. Donc alors attention les personas, différencier les proto-personas et les personas. Les proto-personas, c'est celui qu'on peut faire avec l'IA, où du coup, bah, on imagine des choses, on peut même aller questionner, des personnes un peu sur le terrain, enfin des personnes qui sont en contact avec les utilisateurs pour savoir un peu, quels sont, les besoins des utilisateurs. Mais c'est souvent des suppositions et c'est pas vraiment vérifié, concrètement sur le terrain. Donc là, je vous donne l'exemple des Champs Libres encore une fois, donc l'institution culturelle qui est à Rennes là et en fait, le proto-persona, il était issu, des personnes qui étaient à l'accueil. On avait interrogé les personnes qui étaient à l'accueil, qui étaient tout le temps en physique et qui voyaient en fait, bah, le public qui arrivait et ils nous ont dit: «Bah, tiens, il y a quelqu'un, qui vient, qui c'est un fan de la Bretagne, donc il vient au musée de Bretagne et cetera. C'est lui qui va aller sur le site web pour regarder toutes les informations qu'il y a sur la Bretagne». Il y avait beaucoup de documents scannés, des vieilles cartes postales, des choses comme ça et cetera. Moi, quand j'ai fait mes interviews, c'était pas du tout ça. C'est une personne dont c'est le métier, donc plutôt des personnes qui sont, des personnes qui s'intéressent justement, des archivistes, des gens qui travaillent dans les archives et cetera. Pas du tout, les personnes qu'on avait imaginées, parce qu'en fait, c'était pas les vrais utilisateurs qu'on avait interrogés. Donc il y a un gros décalage parfois entre ce qu'on peut imaginer, donc d'où les risques avec l'IA et puis ce qu'on a pour de vrai. Donc ça c'est le début, c'est comment on structure tout ça et ensuite pour un persona, eh bien, on va travailler d'abord sur des parcours utilisateurs, mais qui sont pas du tout vous voyez que là, on n'a toujours pas d'écran, hein. On n'a pas dessiné, des maquettes. On est que sur des besoins. Donc là, une fois que je prends mon persona, je dis: «OK, c'est quoi ses besoins?» Et je vais, par quelle étape il va devoir passer. Donc, bah, avant, d'arriver sur mon site, qu'est-ce qu'il fait? Pendant qu'il est sur mon site, qu'est-ce qu'il pourrait de quoi il aura peut-être besoin et cetera. Après qu'il soit partie de mon site, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il va faire et cetera et c'est là où je vous disais que c'était pas que numérique parce que ça peut être multicanaux. Si vous faites du e-commerce, bah, tu vois, Laura disait tout à l'heure pour IKEA, bah, peut-être que quand on veut acheter quelque chose chez IKEA, on va d'abord voir sur le site, on dit: «Tiens, il y a ce meuble qui est intéressant». Après on va en magasin, on va repérer le meuble, on dit: «Tiens, il y a ça qui va avec, il y a ça machin». Après, il y a peut-être le service après-vente: «Tiens, j'ai oublié de prendre, l'étagère machin». Enfin, du coup, c'est tout ça qui se réfléchit. C'est réfléchir dans sa globalité. Et donc ça, on fait ça plutôt effectivement avec, des cartes avec des besoins qui sont identifiés, on pose des émotions et cetera. Et une fois qu'on a fait ça, bah, là, on peut commencer à réfléchir à des maquettes.
Donc là, vous voyez, c'est des maquettes papier qu'on a fait en atelier. Pareil, l'intelligence collective, ça marche hyper bien. Je vous conseille vraiment, il y a une partie d'ailleurs des questions qui portent là-dessus, de faire les choses ensemble, de réfléchir à tout ça ensemble. Comment est-ce que, visuellement, on peut, arriver à répondre à ces besoins? Donc là, on Tu, commence à réfléchir aux maquettes. tu peux raconter le 6 to 1. Alors, je vois qu'il est 11h59, donc on va traîner encore un peu. Ceux qui peuvent pas, on vous en veut pas. On va traîner une petite demi-heure grand maximum et puis vous aurez le replay. Tu peux Ouais. raconter le 6 to 1? Ouais, le six to one, c'est un exercice d'idéation. Donc l'idéation, c'est comment enfin, grosso modo, c'est brainstorming, quoi, pour la faire courte, qui permet justement de réfléchir en équipe à, différentes façons de présenter, un écran. Il y a aussi peut-être que vous connaissez le Crazy Eight. Je vais vous mettre les noms dans le chat. Donc le Crazy Eight, c'est comme ça. Et le six to one, moi je le préfère, mais le Crazy Eight marche très bien. Vous pourrez aller voir, il y a plein de documents, sur internet. Le six to one, grosso modo, c'est qu'on est, par exemple, imaginons une équipe de 4 personnes qui veut réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait améliorer ou reconcevoir la page d'accueil d'un site. Donc pour ça, on est une petite équipe de 4. Donc chaque personne va avoir, enfin si alors moi, si c'est de mobile, je prends des post-it longs, comme ça marche très bien. Donc imaginons, c'est sur mobile, donc chaque personne va avoir 6 post-it et ils vont avoir 5 minutes pour réfléchir à 6 façons de présenter différemment cette page d'accueil. Donc chaque personne comme ça en 5 minutes, donc c'est très rapide, on n'a pas le temps de s'éterniser sur, le bouton exactement et cetera. On Et est d'ailleurs, vraiment sur des schémas. tu peux le faire au niveau d'un bloc et pas forcément d'une page entière. Ouais, tu peux faire au niveau de ce qui te en fait, ça marche très bien quand on est bloqué sur un truc, qu'on sait plus trop où aller, qu'on manque d'inspiration et cetera. Donc ça, c'est la première étape. Donc pendant 5 minutes, chaque personne dans son coin réfléchit à 6 versions différentes, de la page d'accueil. Ensuite, on prend un temps où on prend 5-10 minutes pour se présenter chacun nos solutions et cetera et en fait, en groupe, on décide de, quelle est, la meilleure solution de chaque personne. Donc du coup, on va se retrouver avec 4 meilleures solutions et en fait, au lieu que ce soit nous qui allons enrichir notre solution, on va la faire passer à notre voisin ou notre voisine. Et donc le voisin-voisine va de va devoir prendre la solution d'une autre personne et devoir l'enrichir. Et donc là, on a encore 5 minutes pour réfléchir et dire: «Bah tiens, la version avec, je sais pas moi, les graphiques et cetera, comment est-ce que je vais l'enrichir?» Et ensuite, encore un autre temps de partage où chaque personne va présenter sa solution pour ensuite arriver à se dire, bah, comment est-ce qu'on peut mixer toutes ces solutions? Déjà partir peut-être sur une piste qui est plus propice, et puis se dire: «Bah, tiens, ah ça tiens toi, tu as fait cette Laura par exemple, tu as trouvé cette solution, on pourrait mixer avec, celle d'une autre personne» et ça fait une espèce de page qui est mixée par rapport à toutes les idées qu'on a eues et peut-être qu'on aura des choses qu'on aura mis de côté. Mais en tout cas, ça permet d'augmenter et d'aller plus vite et ça, vous voyez, ça se fait en 30 minutes. Et ce que j'aime bien dans cette solution-là, c'est que souvent, là, dans nos réponses, on dit aller questionner l'utilisateur parce que la vérité, c'est ça. Mais ça, c'est aussi des méthodes d'intelligence collective qui permettent de faire sortir des idées, en effet, auxquelles on n'aurait pas pensé. Et je me permets de compléter avec le... Alors, je t'enlève. Nous, ce qu'on est en train de tester en ce moment, c'est de sortir du persona qui, en fait, pour le SEO, nous aide pas beaucoup. Donc, un persona classique qui est volontairement pas très bien fait, motivation et frein. Ben, nous, on est en train de créer des searcher persona où, en fait, on va se concentrer sur l'intention réelle de l'utilisateur, évidemment ses freins, et surtout commencer à créer un mini parcours. C'est-à-dire, là, c'est quelqu'un qui voudrait une assurance chien. C'est quoi le trigger? À partir de quel moment la personne elle veut une assurance chien? C'est quoi les mots-clés qu'il peut taper? C'est quoi son comportement estimé sur la SERP? Et c'est quoi l'expérience attendue sur la page? Et comme ça vous permet, alors là, on est en plein dans le mélange entre le SEO et l'UX, de se dire, OK, quand je vais rentrer dans la phase de sélection des mots-clés, bon, bah, vu qu'elle, Marie, elle fait plutôt des recherches génériques sur l'assurance, ça veut dire que elle, son profil, ça va être de taper assurance chien. Mais vu qu'elle fait aussi des recherches spécifiques sur les problèmes de santé, elle va taper le problème de son animal, etc., etc. Donc, en fait, vous intégrez ces logiques de parcours dans votre réflexion de base des étapes que vous pourriez avoir sur un projet SEO. Et en fait, il suffit de petits trucs comme ça, comme le 6 to 1, comme, oui, en effet, la réponse est chez l'utilisateur, aller questionner l'utilisateur. Ce problème ça peut paraître être du bon sens. En fait, ça suffit de rajouter ces étapes à vos réflexions pour que viennent des améliorations auxquelles vous auriez simplement pas pensé. Et ça, c'est un peu... Moi, j'aime bien faire ça.
Ouais, ce que je disais dans le chat, c'est qu'effectivement, c'est qu'un outil, le persona. Il n'y a pas de bonne façon de faire. D'ailleurs, si vous tapez sur Google, je vous incite à le faire, vous tapez sur Google persona, vous allez voir, il y a plein de formes différentes. Pareil sur l'expérience map, le parcours utilisateur, là, donc, que je vous ai présenté, il y en a plein, il y en a plein des différentes. Donc là, il ne faut pas hésiter à se réapproprier les outils. Je continue la liste des questions. Il y avait des questions sur quels sont les micro-détails UX qui boostent indirectement le SEO, ou avez-vous déjà vu des améliorations SEO après avoir fait uniquement de l'UX sur les pages? Malheureusement, non. Néanmoins, la théorie derrière NavBoost dit que oui. Disons que moi, mon critère, c'est surtout la conversion avant le trafic. De là, avoir gagné une position parce que j'ai rajouté un truc sur la page, non. Mais j'ai déjà entendu des posts sur LinkedIn où ils disaient que ça avait fonctionné. En gros, en théorie, ça marche, mais pour l'instant, je ne me le suis jamais prouvé. Et puis, gardez en tête que NavBoost, c'est pas parce que tu fais un changement sur la page que tu vas immédiatement gagner des positions. NavBoost utilise 13 mois de données d'historique. Donc, en fait, ça va prendre du temps. Et ça va prendre tellement de temps que tu es le temps d'avoir changé d'autres choses sur la page. Et du coup, ton gain de position, bah, ça se trouve, il vient d'un autre truc. Donc, en fait, moi, l'UX, je l'utilise surtout pour travailler mon taux de conversion plutôt que mon ranking. Si l'UX intervient dans cette réflexion de ranking, ça va plutôt être sur le choix des mots-clés, notamment ces fameux searchers persona. Il y avait des questions génériques pour toi, Carole. Quels sont les domaines où l'UX peut apporter et comment peut-on décliner l'UX sur de la prestation de service? Bah, ça rejoint un peu l'intro que j'ai fait. Et du coup, je voulais citer une citation qui vient d'une vidéo qui est assez connue de Don Norman. Don Norman, je l'appelle un peu le papa de l'UX design. C'est la première personne qui a utilisé le terme UX design dans les années 80. Donc c'est une grosse référence, une grosse pointure dans le domaine. Je vais vous taper le nom après. Et il dit l'UX design, c'est la façon dont on expérimente le monde. Donc en fait, rien que déjà ça, c'est de se dire, et en fait, dans sa vidéo, il explique très bien, je vous montrerai le lien de la vidéo dans le chat. Il explique très bien qu'en fait, c'est pas, faire des sites, c'est pas tout ça. Non, c'est pas ça. Après, il y a des termes, qui sont assez spécifiques de par leur origine. Comme je vous disais, par exemple, l'UX, ça vient plutôt des années 80 avec Don Norman, plutôt issu du milieu informatique. Il travaillait chez Apple et cetera. Après, on a des termes comme peut-être vous avez déjà entendu design thinking. Donc ça, c'est plutôt les années 60, c'est encore avant, donc c'est plus, d'un peu du design, d'un peu d'infrastructure et cetera. On a l'ergonomie qui est plutôt également, dans les années, 70-80. Donc on a plein de termes comme ça qui viennent, on a aussi design de produits, design de services, enfin, on a plein de termes comme ça qui viennent graviter autour de tout ça. Mais, pour moi, ce qu'il y a à retenir dans tout ça, je mets un peu tout ça dans le même panier parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que l'humain, il est au centre de la conception. C'est ça qui est important. Qu'on fasse de l'ergonomie, du design de service, du design thinking, UX ou je sais pas quoi. C'est pareil, en fait, moi, j'ai un peu du mal avec, toute cette segmentation. Vous avez peut-être vu une segmentation, si vous vous intéressez un petit peu à l'UX. On parle de CX, donc Customer Experience. On parle de EX, Employee Experience. Non, mais franchement, pour moi, où va le monde? Parce qu'en fait, tout se recroise. Donc si je vous donne un exemple très concret, là, avec la mairie dont je vous ai parlé tout à l'heure. La mairie, donc, elle devait, restructurer un peu son site pour que ce soit clair pour les utilisateurs quand ils entrent pour signaler un problème. Eh bien, je ne me suis pas arrêtée là. Je me suis pas juste dit: «Bah, tiens, allez, c'est bon, on a la liste, elle est bien classée, merci, au revoir». Parce qu'en fait, je me dis: «Mais en fait, pour bien répondre aux besoins des utilisateurs, pour que ce soit bien fait, il faut aussi que je m'intéresse aussi comment ça se passe derrière, dans les coulisses, chez la mairie». Donc je suis allée faire une enquête terrain, je suis allée rencontrer des gens qui travaillaient, qui recevaient, les fameux tickets de «il y a un problème», dans quelle notion, enfin, comment est-ce que c'est mis sur leur logiciel? Parce que du coup, ils avaient un logiciel pour traiter ces tickets. Et après, quand si ça va sur le terrain, les gens qui vont dans les petits camions pour aller, réparer, quelque chose qui est cassé et cetera, du coup, je m'intéresse aussi à ça. C'est quoi le point d'entrée? Donc il y avait plusieurs points d'entrée. Il y avait notamment le point d'entrée du site web. Il y avait aussi un numéro pour les gens qui ont pas internet, donc c'est bien réfléchi aussi en termes d'accessibilité de ces 2 côtés-là. Et puis ensuite, l'interface, des gens qui ont les tickets, il faut qu'elle soit en lien aussi avec ce qui se passe côté site web. Et en fait, tout est interconnecté. Vous voyez qu'en fait, on ne peut pas réfléchir à un problème isolé sans réfléchir à ce qui se passe au reste. Je vous donne un autre exemple, de dire que tout est lié. C'est que du coup, à un moment donné, je travaillais pour un client qui était en train de sortir un nouveau service, voilà, qui avait rien à voir. Il n'avait jamais fait ça, et cetera.
Et en fait, dans ce service-là, on devait tout concevoir. Ils nous avaient dit: «Bah, je vous mandate, vous me faites le site, vous me faites, l'application». C'était pour un produit connecté. Et en fait, ils n'avaient pas du tout réfléchi comment allait être distribué le produit, comment ça allait se passer et cetera. Et nous, à chaque fois, on revenait challenger, on posait des questions, on dit: «Mais comment est-ce que vous allez distribuer le produit? Parce que vous voyez que ça a un impact quand même sur le site web. Qu'est-ce que je mets sur ma livraison? Est-ce que c'est livré à domicile? Est-ce que c'est livré en magasin? Est-ce que c'est livré machin?» Et ça a un impact direct, en fait, sur ce qui se passe sur l'interface. Donc on ne peut pas, s'affranchir, en fait, de ce qui se passe autour. Donc pensez aussi à ça, réfléchissez quand vous concevez quelque chose, qu'est-ce qui se passe derrière pour les équipes? Parce que ça peut jouer sur l'expérience de l'utilisateur, en fait. Votre utilisateur, peut-être qu'en fait, le site, il est super bien fait, mais que, tout le monde dit que c'est nul parce que, je sais pas, il a pas reçu sa commande. Enfin, j'exagère, mais, il y a aussi ce truc-là, de se dire: «Qu'est-ce qui se passe derrière?» Et il faut que tout soit cohérent pour que ça se passe bien pour l'utilisateur. Très clair. Rien à dire. Je reparcours nos questions. J'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de choses. Il y avait peut-être, tu sais, il y avait un truc sur la collaboration, travailler ensemble et tout. Le Ouais. 6. Comment faire collaborer les équipes UX, UI et SEO depuis le démarrage d'un projet? Quel serait pour vous un projet idéal combinant le SEO et l'UX? Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Généralement, c'est sur des refontes qu'on fait souvent se rencontrer SEO et UX ou de l'optimisation au long cours. Je pense qu'il y a une acculturation mutuelle indispensable. Là où moi, j'ai eu le plus de stop de la part du UX, parce que quand j'étais dans ma posture de SEO, c'est qu'ils disaient oui, ben, tu mettras ton texte dans les maquettes et basta. Et à l'inverse, on a la même chose en fait. Donc il y a quand même cette prise de conscience. Je pense qu'il commence à venir en SEO parce que en fait, Google tient compte de l'UX, donc on commence à s'y intéresser. Mais il faut aussi que les SEO comprennent les contraintes des UX. Donc ça, premièrement, de l'acculturation mutuelle. Et puis après, il faut mettre les gens autour de la table dès le début en fait. Une refonte qui se passe bien, c'est une refonte où le premier rendez-vous, c'est toutes les agences plus le client autour de la table et chacun exprime. Moi, mon enjeu, c'est celui-là. Moi, mon enjeu, c'est celui-là. Et puis, dernier point, ce que je vous disais, nous, on a inversé des étapes d'une refonte. En fait, la rédaction contenu, au lieu de se faire après les maquettes, elle se fait avant. Et en plus, les UX avec qui on bosse, ça les intéresse parce que ils sont forcément curieux par nature, vu qu'ils vont vers l'utilisateur. Donc, pensez, voilà, inverser des étapes, ça fonctionne bien. Expliquer les enjeux. La dernière refonte que j'ai fait avec une agence qui s'appelle Moon Moon, qui est une agence spécialisée Shopify. En fait, on a fait un gros atelier où moi, je leur ai fait un audit de ce qui n'allait pas sur le site avant qu'on le refonde. Mais en fait, ça a fait naître plein de questions sur déjà comment marche le SEO et puis surtout des choses qui allaient impacter la conception, la réflexion des parcours, la conception des wireframes. Donc, encore une fois, il y a des réponses parfois assez simples où il suffit de mettre les gens autour de la table. Néanmoins, et c'est là où moi, j'aime bien faire intervenir Carole sur nos prestats, il y a quand même besoin de structure et de méthode pour animer ces temps-là d'échange pour que ce soit constructif. C'était un truc à compléter, Carole. Ouais, pour aller dans ton sens, c'est, moi pour être intervenue dans beaucoup d'univers vraiment différents, de structures différentes, le truc qui marche le moins bien, c'est les silos. Donc clairement et le truc que je vois encore et qui, pour moi, ne fonctionne pas bien, c'est ce que tu dis, c'est les découpages de tâches. Donc je vais faire le design. Ensuite le design UX, donc je fais mes maquettes, plutôt, noir et blanc. Ensuite je passe le bébé à à la partie aux personnes qui font le graphisme. Ils vont mettre une petite couche graphique, je mets un peu de contenu et cetera. Je passe le bébé, aux développeurs et en fait après je fais des ping-pong. Donc je fais de la recette. Donc je regarde si le développeur il a bien fait, non c'est moche, il faut refaire. Voilà et ça c'est pour moi c'est ce qui marche pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe c'est que le développeur peut-être à la fin du truc il dit: «Non mais les gars, en fait votre truc ça marche pas techniquement. On n'est pas capable de faire ça». Donc en fait ça fait quoi? Ça fait du ping-pong et ça arrête pas en fait. Ça du ping-pong, du ping-pong, du ping-pong. Alors que si tout au début, on met tout le monde autour de la table, pendant un atelier où on décide ensemble parce que les développeurs, ils ont autant de choses à dire que, les personnes qui travaillent dans le design et tout le monde, les SEO, tout le monde, les équipes techniques et cetera. Tout le monde a quelque chose à dire parce que tout le monde a un angle de vue et une expertise. Alors je dis pas qu'il faut emmener toutes les équipes en même temps, mais au moins un représentant de chaque équipe.
et ça aide vraiment à fluidifier et même, je vais vous dire, ça améliore les conditions de travail de chaque personne. Parce que combien de fois j'ai vu des développeurs qui en avaient ras-le-bol, qui étaient frustrés parce qu'on leur disait: Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, ton code il est pas bon parce que, enfin, l'utilisateur il a pas besoin de ça, nin nin». Mais en fait, ils savent pas eux, ils ont pas les infos parce qu'ils ont pas été mis dans la boucle. Donc en fait, ils font un peu avec les infos qu'ils ont, qui arrivent un peu au compte-gouttes et en fait, si on les met tout de suite dans la boucle, ils savent qu'en fait l'utilisateur, son objectif, c'est de faire ça et cetera. Donc ils vont pouvoir mieux structurer les pages, mieux structurer tout et ça aide vraiment énormément et ça évite justement les frustrations de toutes les personnes et c'est pareil, j'imagine que peut-être même vous devez avoir des frustrations en tant que SEO en se disant: «Ouais, mais de toute façon, il y a juste à caler du contenu au chausse-pied, dans un truc qui est déjà Ouais. fait». C'est hyper frustrant, franchement, c'est pas agréable. Pour la refonte c'était le site d'un réseau d'experts comptables. Donc l'étape avant les wireframes, en fait, on avait co-animé l'atelier. Donc il y avait les SEO et l'UX designer. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait 3 ou 4 personas, je sais plus, donc ça faisait 3 ou 4 groupes, chacun représentait un persona. Et puis chacun, on leur donnait un mot-clé, qui étaient évidemment les mots-clés qu'on visait. Donc par exemple, le persona, c'était le chef d'entreprise et le mot-clé, c'était expert comptable Nantes. Et on lui disait, OK, étape 1, quelles sont toutes les questions auxquelles tu peux penser qui viendraient dans l'esprit du persona dans lequel tu es pendant qu'il tape expert comptable Nantes. Donc, on liste toutes les questions. Une fois qu'on a listé toutes les questions, hop, tu reprends ta posture de l'expert comptable. Comment toi, tu y répondrais? Quelles informations tu fournirais? Il répond aux informations. Et étape 3, OK, cette information-là, à ton avis, comment elle serait le mieux comprise par ton persona si elle était sur un site internet? Et donc, ils font chacun ces étapes groupe par groupe. Et après, ça tourne. Chacun passe d'un persona à l'autre. Et à la fin, pour chaque template, donc typiquement expert comptable Nantes, bah, c'était la page qui présentait le cabinet comptable. On avait un ensemble d'idées, d'infos essentielles. Ah bah tiens, il faut absolument le numéro de téléphone, il faut de la demande de devis, il faut une vidéo parce qu'on a besoin d'humaniser, etc., etc. Donc ces trucs d'intelligence collective, ça marche très bien. C'est plutôt rentable parce qu'en fait, quand bien même toi, prestataire SEO, tu ne te sens pas légitime d'animer un atelier sur les wireframes, bah, ça n'empêche que le temps passé, c'est juste le temps de la réunion. Et en fait, tu es accompagné de l'UX, donc normalement, tu te trompes pas trop. Donc, tu as passé une matinée. Les participants, ils étaient ravis parce que déjà, ils se sentaient concernés. Ils ont pu amener des idées. Et ça donnait un ensemble de plein de trucs que ensuite, l'UX designer va, avec sa connaissance des grands principes de l'UX, juger de garder, pas garder. Et puis le SEO, vu qu'il aura mis cette méthode de on part du mot-clé, on définit les questions et ensuite les réponses, ça garantit que 80% des infos essentielles dont j'ai besoin dans ma page sont présentes dans ma page. OK. Il y avait une question que j'aimais bien, mais je ne sais pas si tu peux y répondre. Existe-t-il des KPI facilement actionnables pour suivre le ROI de l'UX? Bah, ça, c'est Ça toujours existe, ça? difficile, tout ce qui est, indicateur, parce qu'en fait, on peut faire des indicateurs sur, le site en question de performance de voilà, de tout ce qui est, hem, conversion et cetera. Mais, en fait, comme c'est une discipline qui est c'est assez diffus, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qui sont touchées. Comme je le disais, comme on vient toucher aussi à l'expérience même en dehors du site et cetera, ça vient forcément avoir un impact sur beaucoup plus de choses que ce qu'on peut mesurer. Notamment même, tout ce qui est, marque employeur, tout ce qui est, voilà, le rapport qu'on peut avoir à la marque et cetera. Si vous faites une super expérience utilisateur sur votre site, bah, forcément, les gens vont avoir une meilleure image de votre marque et vont, peut-être acheter plus dans les magasins et cetera. Donc en fait, il y a plein de choses qu'on peut pas forcément mesurer. Donc pour moi, l'impact, il est beaucoup plus important que le peu qu'on arrive à mesurer. Très clair. Il y a un outil qu'on m'avait présenté il y a 2 ans que je vous remets dans le chat, que j'aimais bien parce que c'est super de dire qu'il faut faire de l'UX research, mais des fois, on n'a pas le temps, pas envie, pas les moyens d'aller questionner nos utilisateurs. Il y a des outils comme Scribe, et je le pousse aussi parce que c'est une solution nantaise, où en fait, ils vont push des notifications pour répondre à collecter du feedback utilisateur. Donc, ça s'y prête pas mal pour les SaaS, par exemple. Et là où ils sont pertinents, c'est qu'ils ont intégré des logiques algorithmiques, j'oserais pas dire IA, pour pusher au bon moment. Je ne sais pas comment ils font, mais au bon moment. Et du coup, ils ont un taux de réponse supérieur.
Donc, à défaut d'avoir le temps, l'envie, la motivation de faire des tests utilisateurs, interviews utilisateurs, en fait, il y a quand même pas mal d'autres moyens de récupérer de la donnée. Les appeler, si vous faites du B2B, tout simplement. Aller voir les avis clients en ligne, aller voir ce qu'on dit de votre marque sur les réseaux sociaux ou collecter du feedback comme ça. Et il ne faut pas oublier, nous, on n'a pas la méthode scientifique et rigoureuse qu'a Carole, on a plutôt la méthode un peu guérilla de on se démerde et on fait comme on peut quand le client n'a pas les moyens. Et c'est aussi une bonne manière de récupérer de la donnée. Et avec l'IA, par exemple, c'est génial. Moi, je récupère le Trustpilot de mon client. Alors, je lui donne toutes les URL paginées parce qu'il y en a plein. Et je lui dis, dis-moi, et je lui demande des infos, en fait. Qu'est-ce que les utilisateurs adorent chez mon client? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Typiquement, si vous voulez améliorer votre taux de conversion, ça passe aussi par le copywriting, c'est-à-dire tous les arguments de vente. OK, dis-moi ce qui est important pour eux, dis-moi ce qu'ils adorent. Très bien. Et en fait, ce qu'il va me répondre, moi, c'est les arguments que je vais mettre à côté de mon call to action. Vous êtes remboursé en 48 heures, etc. Et en fait, ça va jouer sur votre taux de conversion. Donc, il y a plein de moyens d'aller chercher de l'info. La clé du succès de la rencontre du SEO et de l'UX, elle est là. Il faut enrichir chaque étape de vos méthodes SEO habituelles avec des choses que vous pouvez prendre, des méthodes que vous pouvez prendre de cette approche où on pense d'abord utilisateur. Ouais, et d'ailleurs, je voulais rajouter quelque chose. Là, je vous ai présenté un peu comment on fait l'UX un peu bien, etc. Mais l'idée, c'est que vous, c'est pas votre métier. Donc, nous, ce qu'on expérimente aussi avec Laura, c'est qu'on a envie que vous ayez des trucs facilement actionnables. Donc, il vaut mieux, au lieu de se décourager, de dire oh là là, il y a tout ça à faire, genre c'est l'enfer, etc. Faites des petits trucs déjà qui viennent un peu changer en ayant toujours cette perspective. Comment est-ce que je peux au maximum mettre l'utilisateur au centre de ma réflexion? C'est plus ça, c'est de changer le mindset déjà. Et puis peut-être qu'on n'a pas parlé beaucoup des tests utilisateurs. C'est un outil qui est vraiment génial, qui n'est pas extrêmement coûteux non plus. Peut-être que Laura, on pourrait partager, peut-être que tu pourrais partager ce qu'on avait fait ensemble. Et je réfléchis à la confidentialité du document. Non, mais mais juste raconter qu'est-ce qu'on avait fait. Oui, carrément. Alors, un test utilisateur, déjà, donc un test utilisateur, c'est tu mets 5 utilisateurs, ça suffit, et Carole expliquera pourquoi, derrière un ordi. Toi, tu as des hypothèses. Je pense que ce truc-là, ça marche pas. Je pense que ce truc-là, ça marche pas. Je pense que ça, ils comprennent pas. Une fois que tu as fait tes hypothèses, tu fais ton protocole de test. Donc, en fait, tu vas lister toutes les questions que tu vas poser et toutes les actions que tu vas vouloir faire. En essayant d'inclure le moins de biais possible, ça, c'est hyper dur. Et donc, tu fais venir tes utilisateurs. Et pendant 1 heure, tu lui fais faire ton protocole de test. Donc, tu poses toutes tes questions, tu le fais faire les tests qu'il veut, et tu notes toutes les réponses, tout ce qu'il te raconte. Donc, tu as la vidéo parce qu'il filme. Nous, on n'avait pas fait d'eye tracking. Et à la fin de ça, tu as résolu, en vrai, 80% de tes problèmes. Nous, par exemple, on l'avait fait pour un client qui sortait de refonte. On avait un doute sur l'usabilité de certains trucs. Et en fait, il y a des choses dont on s'est rendu compte on n'en avait aucune conscience. Et on avait à la fin 30 à 40 recommandations de trucs à améliorer, du tout petit truc facilement résolvable au truc qui est un gros chantier. Un truc tout bête, il y avait des tarifs de la blanchisserie. Donc, c'était un EHPAD. Il y avait des tarifs d'une blanchisserie. À côté, il y avait un bouton. Les gens pensaient que le bouton demander une brochure, demander un devis, c'était lié à la blanchisserie parce que le bouton était à côté des tarifs de la blanchisserie qui, en fait, faisait partie de tout un ensemble qui parlait des tarifs. Un autre exemple, il y avait une visite virtuelle qui s'ouvrait du coup en plein écran. Et en fait, la croix pour fermer la visite virtuelle, elle était cachée, elle n'était pas très visible. Et vu que les personnes à qui on s'adressait étaient un peu plus âgées, elles n'avaient pas capté que si on cliquait en dehors de l'écran où il y avait la vidéo, ça fermait la vidéo. Donc, ils étaient bloqués et ils se barraient du site. Donc ça, c'est 2 exemples de trucs que si tu ne fais pas parler l'utilisateur, tu ne te rends pas compte. Et dernier intérêt à ça, c'est pas si cher. Pourquoi? Parce que Carole nous avait fait passer par des panélistes qui vont sélectionner pour nous les gens qui correspondent à nos critères et ça coûte 100 € l'utilisateur. Donc, ça vous coûte 500 € de recruter les panélistes. Et après, évidemment, il y a l'accompagnement de l'UX designer qui est ce que je vous ai dit, préparer tout le protocole de test, faire passer les tests et puis ensuite le compte-rendu, tout mettre en forme, etc. Si vous faites le plus petit possible, vous en avez pour 3 000 €. Alors que moi, dans ma tête, ça coûtait 10-15 000 € et ça prenait des mois. Non, ça coûte, on va dire entre 3 et 5 000 € et ça dure 1 semaine, en fait. Et là, tu as une roadmap d'amélioration de ton interface pour 6 mois.
Ouais et puis en plus maintenant avec l'IA, ça va beaucoup plus vite parce qu'avant on passait beaucoup de temps à faire, tout ce qui était analyse et cetera. Maintenant on va passer beaucoup moins de temps donc il y a moyen que ce soit encore, moins cher. Ah ben je vais mettre, Franck du coup la référence des panélistes. J'ai un article, sur le sujet en fait, je vais vous le mettre dans le chat. J'ai fait je pourrais je vais vous envoyer la vidéo. J'ai fait une conf au SEO Camp 2022 où je racontais exactement ce truc-là, là. Comment on avait comment on avait fait un user test. S'il y en a qui sont en agence, franchement, mais foncez et proposez-le à vos clients, je vous jure, c'est game changer. Et j'y croyais pas trop, hein. Moi, je pensais que c'était un truc de riche. Pas du tout. Et maintenant, on le propose quasi par défaut à tous nos clients. Alors, 3 000 à 5 000 euros, j'entends que ce soit un budget. Mais pour les clients qui ont les moyens, franchement, c'est vraiment incroyable, quoi. Je vais vous mettre le lien de la conférence test utilisateur. Est-ce Puis on qu'on l'avait n'aurait pas fait présent le on l'a tour? ouais, Vas-y, puis vas-y. en plus on l'avait présenté au Web Today aussi ensemble. Ça avait vachement bien marché. On avait eu Oui, vachement de monde. oui. Ça expliquait, et beh, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Peut-être il nous reste 5 minutes, tu veux qu'on parle un peu de ce qu'on a dans les cartons? Ouais, avec Carole, vu qu'il y a pas mal d'agences et de consultants SEO qui s'intéressent à l'UX au fil de mes conférences, et j'en suis ravie. J'ai participé un peu à l'acculturation de tout le monde. On est en train de concevoir une formation de la rencontre du SEO et UX qui fait suite à moi, mes expérimentations, et Carole aussi, et surtout les quelques formations qu'on a déjà fait sur le sujet. Qui est une formation qu'on voudrait évidemment la plus accessible possible. Bon, tout le monde dit ça. En fait, on se posait la question avant la FAQ Live de proposer des sessions en inter. Donc, pour ceux qui connaissent les sessions en inter, c'est des sessions qui coûtent un peu moins cher parce qu'en fait, le programme n'est pas personnalisé en fonction de vos besoins, parce que c'est des gens qui viennent de plein d'entreprises différentes. Et du coup, je ne sais pas s'il y a une option de sondage en StreamYard, je ne suis pas sûre. Et du coup, on se demandait si ça vous intéressait, qu'on en lance une en inter. Si ça ne vous intéresse pas, on ne le fera pas. Et on fera juste pour les entreprises parce que c'est des formations, bah voilà, financièrement, elles sont un peu plus accessibles. En plus, là, on arrive sur la fin d'année, donc les budgets OPCO, c'est un peu maintenant qu'il faut les utiliser avant qu'ils disparaissent. Je vous la remets ici dans le chat. N'hésitez pas à nous faire signe. Si ça vous chauffe, on organise ça en début d'année. On fait un truc en ligne, comme ça, en plus, vous n'avez pas à vous déplacer à l'autre bout de la France. On trouvait ça sympa. Mmh. Voilà ce qu'on a un peu dans les cartons. Et puis, pour vous expliquer un peu ce qu'il y aura dedans, c'est 5 demi-journées. C'est un truc un peu costaud. La première demi-journée, c'est vraiment acculturation, comment l'UX et le SEO ils marchent ensemble. La deuxième demi-journée, c'est UX Research à fond. Donc là, on va parler intention de recherche, on va parler entretien et test utilisateur, les fameux searchers persona. La troisième demi-journée, c'est le cadrage vraiment stratégique des UX. De l'UX, on va parler des empathy maps, de l'expérience map, de la méthode du design thinking. Quatrième, prototypage. Donc là, on va bouffer du wireframe, on va bouffer de la rédaction UX friendly. Et puis la cinquième, ce qu'on a appelé conversion et contenu optimisé. L'UX writing, comment choisir un bon format du contenu en fonction de l'intention utilisateur, la réassurance, sémantique et copywriting, comment ça marche ensemble, les tests AB, comment on optimise un taux de conversion. Puis après, il y a plein d'options en fonction de vos besoins spécifiques. Ouais, c'est ça. Après, c'est les options parce qu'on a des options aussi, je pensais l'option, vu les questions, il me semble que si on l'avait mis dans une option, il y avait un truc sur, vraiment les bonnes pratiques, d'ergonomie aussi, qui peut faire l'objet aussi d'une demi-journée. Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on l'intègre, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est important aussi. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Écoutez, on a encore une vingtaine, c'est cool, on n'a pas perdu tout le monde. Il reste 2 minutes si vous voulez poser des questions. On espère que ça vous a plu. Vous recevrez le replay de toute manière. Et puis, si jamais vous n'avez pas osé poser des questions et vous en avez encore, de toute façon, on est dispo sur les réseaux. On est dispo par mail, etc. Le prix affiché, Eva, non. Ça, c'est un prix justement sur mesure. On va voir pour faire une approche tarifaire moins chère que ce tarif-là.
Ouais et puis je pense que peut-être ça pourrait être intéressant, d'avoir peut-être un prix de lancement pour vous, un prix spécial, Ouais, faire une remise pour les ouais. participants à ce webinaire, je pense que ça peut être Mmh. sympa. OK. Et ben, écoutez, merci tout le monde Merci, et puis, à bientôt sur les réseaux. avec plaisir. Salut! Bonne journée. Au revoir.